Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Virtu, un jeu de Pascal Ribro, illustré par Svetlana Pikul, Alena Stepanova, Fabrice Weiss et R. Gevska, édité par Super Meeple pour 2 à 5 joueurs de 14 ans et plus, et des parties de 30 minutes environ par joueur. Nous sommes au XVe siècle en Italie, c'est le début de la Renaissance italienne, mais aussi une période de grande division et de lutte de pouvoir entre les États pontificaux de Rome, les républiques de Florence et de Venise, le duché de Milan et le royaume de Naples. Virtu, dans le sens qui nous intéresse, c'est l'art de gouverner, aussi bien par la diplomatie que par la guerre. C'est le joueur qui saura maîtriser cet art qui sera proclamé maître de l'Italie. L'emplacement des joueurs sur la carte, l'ordre des actions sur leur palais et leur carte famille offrent un départ asymétrique. Il y a 3 facteurs à gérer tout au long de la partie, à savoir les salles de votre palais, qui sont en réalité vos emplacements d'action, les courtisans et les tuiles dans votre domaine, qui sont les ressources à votre disposition pour réaliser vos actions. Vous aurez la possibilité d'intégrer 2 nouvelles cartes dans vos emplacements courtisans, qui sont limités à 3 de cette couleur-là en début de partie, mais qui peuvent être poussés jusqu'à 6 selon vos réalisations en cours de partie. Vous pourrez également faire rentrer ces courtisans dans votre palais, comme ceci par exemple, pour améliorer ou changer vos actions. Vous choisirez la première action que vous voulez réaliser en début de partie, vous y poserez votre marqueur action, puis par la suite, vous devrez déplacer ce marqueur en sens horaire d'une ou 2 salles quand votre tour reviendra pour réaliser une autre action. Au-delà de cette limite, il vous faudra payer ou avoir la capacité de le faire. C'est la bonne gestion de vos actions, de votre palais et de tout ce qui gravite autour de lui qui vous permettra de réaliser de grandes choses. Chaque action que vous allez réaliser va vous demander de payer un ou plusieurs symboles. Pour payer un symbole, il faut qu'il soit disponible en dessous de l'action concernée, comme sur ces actions-là en départ de partie par exemple, ou et que vous retourniez une carte courtisan ou une tuile de votre domaine avec ce symbole. Là, je vais un petit peu toutes les retourner, ça m'aidera dans mes exemples futurs. Voilà à quoi ça ressemble quand c'est retourné. Alors, tous les symboles sont à utiliser immédiatement, sauf les florins qui sont mis dans votre réserve et que vous pouvez utiliser quand vous voulez. Une carte ou une tuile retournée sur sa face jaunie, telle que vous les voyez là, est épuisée, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus être utilisée pour le moment, et sur sa face colorée, elle est disponible. Le tour de jeu se divise en 2 phases, le printemps puis l'hiver. Au début du printemps, vous déplacez votre marqueur action sur une action pour la réaliser. Je vais donc vous expliquer les 6 actions différentes qui sont à votre disposition. Tout d'abord, l'action gouverner. L'action gouverner vous permet, pour chaque couronne ou croix dépensée, de retourner jusqu'à 2 tuiles de votre domaine sur leur face disponible. J'ai une couronne ici, je n'ai que 2 tuiles dans mon domaine, je peux donc les retourner en face disponible. Cette action peut également servir à réactiver un bonus d'alliance. Sachez également que de manière tout à fait gratuite, à chaque fois que votre pion action passe par un symbole de carte, c'est-à-dire ici ou là, si pour l'action suivante je me déplace comme ça, je suis passé par ce symbole de carte, vous pouvez retourner toutes les cartes épuisées qui se trouvaient à côté de ce symbole, comme je viens de le faire ici. L'action patronner vous permet de progresser sur la piste patronage qui est celle-ci. Hop, par exemple, on va progresser d'une case en payant bien entendu le coût demandé sur le palier en cours et éventuellement d'obtenir, lors des 2 emplacements indiqués ici et ici, une carte ou une tuile patronage qui sont les cartes et tuiles de cette couleur qui vous donneront des capacités bonus utilisables jusqu'à la fin de la partie. Avec l'action intriguer, vous allez payer un masque par agent vous appartenant que vous voulez placer ou déplacer. Il ne peut y avoir qu'un seul agent par emplacement. Les emplacements possibles où vous pouvez placer un de vos agents sont les villes, comme ici pour moi à Bari, ce qui va vous faciliter leur conquête et compliquer celle des autres joueurs. Une salle du palais également, c'est possible. Cela va empêcher votre adversaire d'utiliser l'action ciblée. Donc dans ce cas de figure, je ne peux
plus en tant que joueur rouge utiliser annexé. Vous pouvez choisir de mettre un de vos propres pions sur une de vos actions, ce qui va la protéger. Et enfin, vous pouvez placer un pion sur une alliance, comme par exemple ici avec l'alliance du Saint-Empire, ce qui vous donnera une réduction pour conclure cette alliance si l'alliance est disponible, comme là, ou si l'alliance était déjà conclue, comme là avec l'Empire ottoman par le joueur vert. Ça vous permettra de bloquer son alliance et pourquoi pas plus tard de pouvoir avoir la possibilité de lui prendre son alliance. Vous l'avez deviné, pour chaque masque que vous dépensez, vous pourrez aussi retirer un agent adverse de sa position. L'action commercée vous donnera tout simplement 2 florins par bateau que vous payez pour réaliser l'action. Avec l'action annexée, vous allez pouvoir prendre le contrôle d'une cité neutre diplomatiquement, une cité neutre étant une cité sans aucun autre joueur. Cette cité doit être voisine par la route, comme là pour le joueur rouge, ou par la mer, et là il y a beaucoup plus de choix, du moment que vous partez d'un port, vous arrivez sur un autre port par exemple, à une cité que vous contrôlez déjà. Vous devez payer les bateaux nécessaires en plus du coût de l'action si vous utilisez les voies maritimes, à raison de 1 bateau par mer traversée. Là, c'est une mer, des pointillés, une seconde mer, des pointillés, une autre mer, etc. Donc, si je voulais aller jusqu'à Bari, j'en aurais pour 1, 2, 3, 4 bateaux, mais je pourrais techniquement aller jusqu'à Bari en partant de ce côté. Ça serait beaucoup mieux pour moi d'aller d'abord prendre Ravenne, et puis pour un seul bateau, plus tard d'aller à Bari, bien entendu. Le coût de l'action dépend de la valeur de la cité. Vous devrez payer autant de couronnes que la valeur de la cité ciblée plus une. Cette valeur pourra être modifiée par un agent. Un agent vous appartenant vous donnera -1 à cette valeur. Et bien entendu, un agent adverse vous donnera +1 à cette valeur. Si la prise de contrôle est réussie, vous mettrez tout simplement un de vos jetons. Et si un jeton masque s'y trouvait, il restera sur la ville. L'action guerroyer vous donnera la possibilité de déplacer vos troupes. Pour chaque troupe que vous voulez déplacer d'un tronçon de route, vous payez une cavalerie, et pour chaque troupe que vous voulez déplacer d'une mer, vous payez un bateau. On peut déplacer plusieurs fois la même troupe, aussi bien par la mer que par la terre. Mais quand une troupe arrive sur une cité neutre ou une cité occupée par un autre joueur, son déplacement prend fin immédiatement. Vous pouvez à tout moment de la partie solliciter une indulgence, c'est-à-dire prendre une carte indulgence et la poser sur la salle de votre palais où se trouve votre marqueur action et qui ne doit pas déjà contenir une indulgence, sinon vous ne pouvez pas le faire. Voilà qui est fait. Vous obtenez alors soit une couronne à utiliser immédiatement, soit 3 florins à mettre dans votre réserve. Cette carte, par contre, bloque l'action concernée et pourra être retirée au moment où votre pion action s'arrêtera ou passera par cette action en payant le coût indiqué en haut à gauche de l'indulgence. Donc vous êtes obligé de refaire au minimum un tour. Au fur et à mesure, je peux faire ça, et une fois que je suis là, si je vais là, je peux payer l'indulgence, ou si je fais 1, 2, je suis passé par l'indulgence, je peux payer l'indulgence et m'en débarrasser. À la fin du printemps, il vous faut résoudre les sièges éventuels, c'est-à-dire les endroits où il y a des conflits, où des armées sont rentrées dans une ville neutre ou dans la ville d'un autre joueur. Pour cela, l'attaquant va additionner la valeur de ses unités et de ses bonus de guerre éventuels. La cité en défense va additionner sa valeur avec un éventuel agent présent si elle est neutre, et comme pour tout à l'heure, c'est -1 si c'est un agent du joueur et +1 si c'est un agent d'un autre joueur. Une cité contrôlée par un joueur va additionner sa valeur avec celle des troupes du joueur en défense, ainsi que ses bonus de guerre éventuels, et retirer 1 à l'ensemble si un agent du joueur attaquant est présent. Les égalités verront la victoire du défenseur. Donc si une cité neutre est ainsi conquise, donc par exemple ici, hop, Paris a été conquise par le joueur vert, l'attaquant reçoit la tuile correspondante à mettre dans son domaine, mais côté épuisé, et évidemment il y pose un de ses disques. Si l'attaquant l'emporte contre un autre joueur, ce qui est le cas ici, le défenseur perdra
toutes ses armées, et l'attaquant perdra autant d'armées que le défenseur. Donc tout ça, ça s'en va, c'est remis dans la réserve. Le disque du défenseur sera retiré, on mettra le disque de l'attaquant à la place, bien entendu. Également, s'il ne possédait pas encore de disque à cette couleur, l'attaquant va pouvoir mettre le disque de son adversaire ici, en bas à gauche de son palais, dans la salle des trophées, pour faire des points à la fin de la partie. La tuile de cité est également prise à l'adversaire et encore une fois, elle est retournée côté épuisé. En cas de défaite de l'attaquant, celui-ci perd une troupe et doit se replier, soit par la route, soit par les voies maritimes. Et à ce moment-là, il devra payer des bateaux. Bien entendu, s'il n'a pas la possibilité de se replier, il perdra les armées qui ne peuvent pas se replier. L'ordre du jeu est éventuellement modifié selon le nombre de cités contrôlées par l'ensemble des joueurs, comme ceci. Et puis on passe à la phase d'hiver. Lors de cette phase, vous allez d'abord devoir payer le solde de vos troupes qui sont présentes sur la carte. Si vous ne le pouvez pas, les troupes non rémunérées seront remises dans votre réserve. Vous allez ensuite pouvoir réorganiser votre palais, c'est-à-dire déplacer des cartes disponibles une par une vers d'autres emplacements disponibles ou vers une salle du palais, et que ce soit en action principale ou en aide pour cette action, sachant que vous êtes limité dans tous les cas à 2 cartes par salle du palais. Voilà ce que ça peut donner, 2 cartes sur une salle du palais avec une action par-dessus, et je peux vouloir déplacer celui-ci de l'autre côté maintenant que les emplacements se sont libérés. Pourquoi pas? Vous pourrez également faire ressortir un courtisan du palais, mais il en ressortira épuisé. Pour effectuer ces changements, vous ne pourrez bouger des cartes que si elles sont disponibles. Donc si la carte avait été comme ceci, je n'aurais pas pu la bouger, bien entendu, sans marqueur action non plus, sans agent adverse et sans indulgence. Voilà les restrictions. Une fois cela fait, vous pourrez acheter en payant les coûts des personnages qui sont ces cartes-là, à condition d'avoir un emplacement disponible ou d'écarter définitivement la carte qui vous a servi à payer l'achat, des titres à votre couleur également, un gouvernement, mais attention, un seul possible entre les deux pour toute la partie, des guildes ou des cathédrales, à condition d'avoir une cité de valeur 3 minimum, sans cathédrale. Vous pourrez également payer pour recruter des troupes à déployer dans vos villes, comme ceci, et vous pourrez bien entendu payer également pour conclure une alliance, ou pour, si vous aviez mis un masque, conclure une alliance à la place d'un autre joueur. Quant à l'issue d'une phase de printemps, au moins une des 3 conditions suivantes est remplie, la partie prend fin. D'abord, s'il n'y a plus de cité neutre sur le plateau, donc plus de chiffres comme ça visibles, tout est occupé par les joueurs, ou alors si un joueur est arrivé au bout de la piste cité, ou bien si un joueur est arrivé au bout de la piste patronage. On fait le cumul des points pour déclarer un vainqueur, qui sera très probablement autour des 15 points. Au niveau du matériel de Virtu, je vais commencer par les points négatifs. Alors d'abord, les palets de jeu sont extrêmement fins, ce n'est pas du carton, c'est juste quelque chose comme ça, vous voyez, quand je le secoue. Bon, moi j'aime bien avoir du matériel épais, un truc un petit peu lourd, un petit peu dur, donc voilà, ça c'est un petit peu décevant pour moi. Et puis l'autre point, et ça, bon, tout est relatif, hein, ça dépend de la taille de la table que vous avez à la maison, mais il faut énormément de place sur la table pour l'ensemble du jeu. Vous voyez, là je vous ai fait un plan qui n'est même pas suffisamment large pour tout voir, mais vous voyez bien que pour étaler tout ça, plus toutes les cartes patronage, plus 3 plateaux comme cela pour les joueurs, etc. Il faut énormément de place, sachez-le. Alors, concernant les points que j'ai aimés, d'abord, il y a une aide de jeu, mais alors ultra complète et très bien faite, qui vous rappelle absolument tout. Et ça, vous serez ravis de l'avoir lors de vos premières parties et de vous y référer. Ça vous facilitera grandement la vie. Il y a également une iconographie qui est claire et qui est facile à retenir. Cette iconographie que vous avez vu s'afficher tout au long de la vidéo là pour les actions. Voilà, ça c'est très bien fait et ça permet de jouer sereinement. Et puis également, moi ce que j'aime beaucoup, c'est les illustrations qui
qui sont à la fois modernes et historiques et qui nous plongent bien dans le thème. Voilà, pour le matériel de Virtu, j'ai décidé de mettre une note de 8 sur 10. Concernant les mécaniques, ce qui ressort avant tout, c'est le système de roue d'action que l'on peut modifier à l'intérieur comme à l'extérieur, et la gestion du timing et des actions qui en découlent. Le terme anglophone trouvé et approprié étant du wheel building. C'est le cœur du jeu et c'est ce système qu'il va vous falloir apprivoiser pour arriver à gouverner au mieux. Croyez-moi, ce n'est pas simple, on est là véritablement dans du jeu expert. L'optimisation de cette roue d'action et de ses améliorations s'apprendra de partie en partie, et du coup les différences de niveau entre un joueur ayant plusieurs parties au compteur et un joueur débutant se feront fortement sentir. Cela fait de Virtu un jeu du genre agressif et parfois punitif. Une erreur commise peut être difficile à rattraper et se payer cher. Les actions d'intrigue, si elles sont bien jouées, peuvent faire très mal à l'adversaire, et bien entendu, on rajoute à cela le côté conquête. Il fait également partie de ces jeux où il n'y a aucun hasard. Si le jeu prend tant de place, c'est que tout est sur la table d'entrée de jeu. On ne pioche pas, on ne lance pas de dés. Du coup, en cas de mauvais choix ou de défaite, on ne peut s'en prendre qu'à soi-même. Sachez toutefois que le jeu se joue de 3 à 5 joueurs, avec pour les parties à 3 et 4 joueurs, une configuration de départ obligatoire au niveau des cités et donc des couleurs jouées par les joueurs. Sachez également que le jeu se joue à 2 joueurs, mais avec des changements de règles importants qui ont nécessité un livret de règles spécifique qui vient se rajouter aux règles standards et du matériel enlevé ou rajouté. Enfin, le temps de jeu de 30 minutes par joueur me semble un peu léger. Je pense qu'on est plus sur du 45 minutes par joueur, mais probablement qu'avec plus de parties au compteur et donc plus d'expérience, on peut tendre vers ces 30 minutes. J'ai décidé de mettre pour les mécaniques de Virtu un excellent 8 sur 10. Au niveau de la rejouabilité, Virtu nécessite une forte courbe d'apprentissage pour en apprécier toute la quintessence. Il vous faudra trouver des joueurs qui aiment ce type de jeu et qui sont prêts à jouer régulièrement. Ce qui va grandement changer d'une partie sur l'autre, c'est le fait de changer de cité de départ, car les cités sont asymétriques, aussi bien au niveau de leur palais, de leur carte famille, ou de leur position de départ sur le plateau de jeu. De plus, c'est vous qui définissez au départ à chaque partie le positionnement de vos cartes famille à l'intérieur et ou à l'extérieur de votre palais. Pour le reste, ce sont les différentes stratégies exploitables et votre adaptation à celle des adversaires qui renouvellera les parties. Et là encore, une très bonne note en rejouabilité pour Virtu, puisqu'il s'agit d'un 8 sur 10. Virtu obtient donc une note de 8 sur 10, ce qui est vraiment une excellente note. Vous l'avez certainement compris, c'est un jeu très clivant, et cette note tient compte du fait que c'est votre style de jeu, bien entendu. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à vous mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et puis vous cliquez là, en bas à gauche, pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.